Donc Jean-Michel Constantin, je suis réanimateur, anesthésiste, professeur des universités à la Pitié-Salpêtrière et responsable du service de réanimation dans lequel nous sommes. Je suis donc enseignant, chercheur et clinicien. C'est quelque chose de très loin que je connais très peu, sur lequel on a plein d'a priori, je pense. On a quand même l'impression que ça fait partie d'un certain cheminement sur oui, le soin de soi, la capacité d'essayer d'appréhender sereinement l'état dans lequel on est, les interactions qu'on peut avoir avec l'environnement, sur soi et la façon dont on réagit. Moi, c'est peut-être un peu comme ça que je le définirais, mais une fois de plus, je suis totalement naïf. Je m'appelle Grégory Battista, je suis médecin, psychothérapeute, spécialisé en médecine interne et gériatrie. Je suis ici à Montpellier. Après un parcours hospitalier, j'ai ouvert un centre qui est derrière nous, qui est un centre de soins basé sur la méditation pleine conscience. L'écho des souffrances des patients avec la mienne et tout ce que ça, toutes ces interactions que je sentais peut-être c'était un peu confus et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'aller vers la méditation à ce moment-là. Un temps où en fait j'étais ni en train d'apprendre ni en train d'exercer la médecine, où je me posais avec tout ça en fait. C'est peut-être juste ça en fait. Avec ces histoires de patients, avec comment ça me touchait et juste en fait je me posais avec ça. Donc, et puis en me posant avec ça, je sentais que il y avait de l'apaisement aussi qui arrivait et peut-être plus d'espace aussi après le lendemain quand j'allais en tant qu'externe en stage le matin. Je m'appelle Soisic Michelot. Je pratique la méditation depuis 20 ans. C'est peut-être la première chose que je peux énoncer. C'est une pratique qui a vraiment profondément bouleversé mon existence. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, j'instruis la pleine conscience de façon laïque, avec notamment le programme MBSR. Je dirais que comme tous les sujets simples, c'est parfaitement... c'est très compliqué à définir. Il y aurait plein de façons de la définir. On peut parler en tant que neuroscientifique, on peut parler de la méditation comme un outil pour comprendre le fonctionnement du mental et du cerveau. Donc pour comprendre certaines capacités mentales comme la métacognition, capacité à comprendre capacité que le mental a de se comprendre lui-même, cette réflexivité du mental, et aussi pour comprendre la plasticité de cela. Comment est-ce que par un entraînement intentionnel de l'esprit, eh bien ça va induire des changements dans l'organisation fonctionnelle et anatomique du cerveau. Donc on peut comprendre ça comme un outil, c'est le premier niveau, mais après il y a aussi l'apport de la méditation pour le soin, donc c'est comment est-ce que ça peut aider le bien-être des personnes. De plus en plus, j'aime à définir la méditation comme un art de la relation en fait. Ça peut paraître paradoxal puisque quand on médite, on a les yeux fermés, on semble être à l'intérieur. Mais plus le temps passe, plus je le vois comme un art de la relation, d'être en relation avec ce qui se passe en soi, son corps, mes émotions, mes pensées, ma turbulence ou pas. Et un art de la relation parce que c'est ce contact avec ce qui se passe en moi qui prédispose et conditionne d'une certaine façon ma relation à toi, ma relation à ce qui se passe là tout de suite, ma relation au monde, à l'environnement. Et ouais, vraiment, je dirais que c'est un art de la relation et du dialogue. Et du dialogue avec le monde, avec l'interdépendance, avec tout ce qui nous relie. Enfin, c'est quelque chose qui me permet d'être en lien avec moi-même et d'entretenir ce lien. Parce que c'est quelque chose que je dois faire régulièrement. C'est pas acquis pour toujours. Du coup, c'est source de beaucoup de découvertes. Comment définir la méditation? Ce qui vient aussi, je dirais que c'est un art d'aller au contact. Parfois, on définit la méditation comme une fuite ou comme une façon de se planquer ou de se retrancher du monde.
Au contraire, pour moi, c'est un acte engagé, la méditation, qui consiste à aller au contact de soi, pas pour se distraire, pas pour trier ce qu'on veut regarder, mais pour tout voir. Le beau et le moins beau, ce qui est gracieux, ce qui l'est moins, ce qui est mu par des belles intentions ou pas. Et donc c'est pour moi vraiment un art d'entrer en amitié profonde avec qu'est-ce que c'est un humain en fait. Il y a plein de choses que ça n'est pas. Tu vois, il y a deux idées un peu reçues qui me viennent à l'esprit parce que ces derniers temps, je l'ai ressenti avec les patients ou avec des professionnels avec qui j'en ai parlé. Et je dirais que la méditation, ça n'est pas de la relaxation. En tout cas, les personnes avec qui j'en ai parlé récemment pensent que ça va nécessairement les détendre. Donc il peut y avoir un peu de déception quand ils commencent à pratiquer et à se rendre compte que ça n'apporte pas forcément cet état de détente. C'est pas de la relaxation. Déjà tout simplement parce que s'asseoir avec soi-même à ses propres côtés, c'est pas toujours relaxant. Et parce que la pleine conscience aujourd'hui, elle est souvent associée au fait de réduire le stress. Alors c'est pas tout à fait faux, mais en même temps c'est un terrain un peu glissant. Parce qu'on ne réduit pas le stress avec la méditation dans le sens où on va avoir une détente musculaire ou parce qu'on va passer du bon temps sur le coussin. On réduit le stress profondément, je dirais, parce qu'on apprend à être moins dans une attente d'un bonheur bien discipliné qui tiendrait dans une case et on est moins dans une attente de bonheur qui serait séparée de la souffrance. On n'est plus dans une attente de bonheur qui consisterait à ne pas rencontrer la vieillesse, la maladie, la mort, l'imprévu, l'impuissance. Et pour le dire plus positivement, c'est une façon de... Il y a moins de stress parce qu'on vit davantage en relation avec le cours des choses, avec le cours naturel de l'existence, mais qui est un chaos en fait. Et s'il y a moins de stress, c'est pas parce que on va faire une séance de spa, mais parce qu'il y a cette relation intègre avec la nature de l'impermanence, de la fragilité, de l'existence. Donc ce n'est pas une technique anti-stress. Alors oui, ça peut être l'harmonie et le chaos de façon très concomitante et très tissée en fait. La méditation n'est pas un monde imaginaire, n'est pas une destination paradisiaque, ça n'est pas un avenir prometteur, ça n'est pas la promesse d'un nirvana quelconque. Après, je dirais que ça n'est pas un exercice de concentration. Parce que dans le terme concentration, pour moi, il y a un sens d'effort, il y a quelque chose que je force, un peu comme quand on était à l'école, on me disait qu'il fallait être concentré. Et pour que la méditation se pratique, moi je ressens la nécessité qu'il y ait plus de souplesse. On utilise le terme d'attention plutôt que d'utiliser le terme de méditation. Mais il peut y avoir un glissement à penser que ça va être quelque chose qui va aider à la concentration. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui vise à améliorer la concentration et l'efficience dans les tâches que l'on a à faire. La pratique de la méditation, comme peut-être la médecine pour cet étudiant, peut apparaître, parfois, souvent, peu importe, comme une montagne qui ne cesse de s'élever devant soi en fait. Comme s'il y avait quelque chose à gravir ou quelque chose à maîtriser ou quelque chose à connaître. Oui, ça peut fiche la trouille, ouais, carrément, bien sûr. Cette idée que méditer, ça serait se regarder le nombril,
Donc ça serait une action égocentrée, ça aussi c'est un peu un préjugé. L'intention c'est pas de se regarder le nombril, c'est plutôt de voir tout ce qui est nombriliste en moi. Et qu'est-ce qui entrave du coup ma relation, encore une fois, à l'autre, au monde, à l'environnement. En ce sens, pour moi, c'est vraiment un acte engagé, proactif, même si, a priori, ça semble être un acte passif. Qu'est-ce que la méditation n'est pas? Souvent, on parle de la méditation avec cette notion de profiter de l'instant présent. Et c'est un mot qui suscite un peu de réactivité chez moi. Parce que oui, il y a cette notion de profiter de l'instant présent, de voir que tout de suite il y a cette alternance du soleil et des nuages, la texture de l'air, la couleur des fleurs. Et bien sûr, c'est profiter du moment présent parce que l'esprit est moins projeté dans le futur ou moins projeté dans le passé. Mais profiter du moment présent, c'est un terme à mon sens un peu erroné parce que profiter, c'est aussi un mot qui est quand même issu du domaine de la finance. Et ça ne veut pas dire être dans une forme de consumérisme de l'instant présent, de tirer profit du moment en oubliant les souffrances du reste du monde. Un peu cette idée de cueillir dès aujourd'hui la rose de la vie, c'est plutôt voir de quelle façon je peux me mettre au service des circonstances, que ces circonstances soient agréables, neutres, ou désagréable. Et c'est peut-être cette partie désagréable qu'on oublie de nommer, où la pleine conscience, c'est aussi être pleinement présent et au service, y compris si les circonstances données sont liées à l'imperfection ou la vulnérabilité. C'est vraiment un retour vers le présent en fait. C'est un retour vers la réalité, quelle qu'elle soit. Dans toute sa richesse, sa complexité, sa mouvance, cette impermanence qui change tout le temps, certain. Et c'est beaucoup de surprises. C'est beaucoup de surprises. On s'assoit le matin sur son coussin ou sur sa chaise, peu importe, et on ne sait pas ce qui va se passer. La méditation, ça n'est pas la certitude. La méditation, ça n'est pas la fixité, la fixation. C'est le contraire. On décrit de façon conceptuelle les émotions, avec les émotions de base et puis toutes leurs déclinaisons, mais ce ne sont que des concepts, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des représentations. Et ces mots, ces entités mots qui nomment et qui conceptualisent une expérience humaine ne sont pas l'expérience humaine. Puisqu'on peut pleurer en riant, mais il n'y a pas un mot qui dit tristesse-joie, il y a 2 mots seulement. Mais ça n'est pas fixe, et ça n'est pas sûr. Est-ce qu'au moment où j'expérimente ce sentiment de tristesse, teinté légèrement d'un sourire et de quelque chose de quand même un peu heureux ou joyeux, est-ce que je penche vers la tristesse ou est-ce que je penche vers le heureux joyeux? Et puis ça bouge, de minute en minute, ça évolue. Alors je ne peux pas être sûr que je suis triste, je ne peux pas être sûr que je suis joyeux ou heureux. Je peux juste regarder comment c'est ressenti, comment je le ressens. Quels a priori? Alors, on a l'impression que, j'ai l'impression, ou j'avais peut-être un peu l'idée que la méditation était réservée à un certain pourcentage d'apifus qui s'autorisaient à réfléchir sur ce qu'ils font, à l'état dans lequel ils sont, que c'était très peut-être égocentré ou vraiment réservé à une partie de la population. Tout en étant naïf. L'image qu'on a, que j'ai et qu'on est beaucoup à avoir quand on parle de méditation est celle des moines, des bons, de ce qu'on veut. Et alors aujourd'hui, pour pas trop déranger, parce qu'il y a des personnes qui, dès qu'ils entendent le mot méditation, ils disent « Ah oui, mais c'est trop mystique, c'est pas pour moi ». Alors, dans le but d'enlever à ce mot toute connotation religieuse ou mystique, on peut parler de présence attentive, on peut parler de
pleine conscience, vraiment de cette attention à nous-mêmes et à tout ce qui nous entoure. Je pourrais parler de ce qui a émergé quand je suis parti, à un moment où j'ai quitté l'hôpital pour développer cette pratique de la méditation dans le soin. Et je sais qu'il y a une personne de l'hôpital qui a dit tiens, il part en Inde dans un ashram. Voilà. Donc tous les clichés en fait sur la méditation la suivent encore, je pense. On y est encore, même si c'est en train de tomber petit à petit. Et d'ailleurs, c'est un point pour moi de vigilance hyper important, justement, qu'il y a un mouvement d'ouverture sur la méditation et que du coup, en tout cas pour moi, d'être attentif justement à que s'il y avait quelque chose qui pouvait un peu se décomplexer sur la méditation maintenant, justement de faire attention de ne pas retomber ou de ne pas renourrir ces clichés. J'ai remarqué quand je proposais ou quand j'étudiais la pleine conscience ou quand je parlais de la pleine conscience, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont des préjugés, dans le sens ils confondent la pratique de la pleine conscience avec des traditions religieuses. Or, le fait de le rattacher à la philosophie indienne ou indo-tibétaine ou japonaise, le fait de le rattacher à une philosophie, à une éthique, ne veut pas dire se convertir à une religion. Attention, avant de juger, avant de plaquer une étiquette sur la méditation comme quelque chose qui provient d'une tradition mystique, il faut historiciser. Et c'est des traités sur la perception, par exemple, qui sont tellement importants pour le monde d'aujourd'hui. Il faut leur donner, disons, la juste valeur scientifique, au lieu de les étiqueter comme de la tradition mystique. Ce n'est pas du tout cela. Le Dalai Lama, par exemple, nous invite à aller toujours au-delà de la religion. Même le bouddhisme en tant que tel n'existe pas, puisque le Bouddha disait il ne faut pas créer des dogmes ou des doctrines établies comme ça, de manière figée. Et il faut tout remettre en question. Donc la leçon que j'ai de ces traditions-là, c'est qu'il y a énormément de réflexions sur l'esprit, sur le travail de l'esprit. C'est très important de relier ces traditions philosophiques et éthiques avec la pratique occidentale de la méditation. Ce cadre laïque du MBSR offre une grande liberté. Quelle que soit notre religion ou l'absence de religion, c'est ouvert, c'est disponible à tout le monde. C'est une sécurité aussi pour les personnes qui souhaiteraient se mettre à méditer, qui ne veulent pas être rentrées dans le cadre d'une religion. Et puis après, c'est ramener à cette pratique tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle n'est pas. C'est pas une pratique religieuse. Parfois, je le dis aux participants dans mes groupes de méditation, ressentir le souffle dans son corps, en quoi ça se rattacherait à une religion. La spiritualité, c'est ce qui rend la personne profondément vivante. C'est ce qui l'anime de l'intérieur. Ça évoque le mot souffle. Le souffle, c'est le signe de la vie. Quand on vérifie si quelqu'un est vivant ou non, on s'approche pour savoir si sa poitrine se soulève ou non. Il y a bien d'autres moyens, mais en tout cas, c'en est un. Donc, c'est ce qui la met en mouvement, ce qui la maintient en mouvement, mais profondément, intérieurement. Voilà, pour moi, c'est ça la spiritualité. Ce qui permet de dire qu'une personne est vivante. Donc, en fait, il y a des personnes vivantes. On peut être en vie et pas vivant. Et on peut être en très mauvaise santé et encore profondément vivant, en fait. Voilà, c'est ce que ça évoque pour moi, ce mot spiritualité. Ressentir son souffle dans son corps, pour moi, c'est pas rattaché à une religion. La respiration, c'est comme une onde sonore. Et c'est quelque chose qui est toujours là. Dans la religion, il y a ces deux aspects. Il y a cet aspect horizontal, communautaire, symbolique, qui crée un fort sentiment d'appartenance. Et il y a cet aspect plus vertical, qui met en mouvement la vie intérieure. La spiritualité est quelque chose de très large qui rassemble tout ce qui maintient profondément la personne en vie. Et la religion, c'est une partie de cette spiritualité. Si on devait les représenter, on pourrait avoir un cercle large qui serait celui de la spiritualité et à l'intérieur, un sous-ensemble qui ne concerne pas tout le monde
mais qui concerne les croyants, et sous ensemble plus réduit, c'est la sphère religieuse. Le mot laïque, il s'oppose juste au ministre ordonné. Donc, qu'est-ce que serait une spiritualité laïque ? Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne expression, parce que spiritualité, ça suffit. À partir du moment où on a fait cette distinction entre spiritualité et religion, on n'a plus besoin de rajouter laïque derrière, parce que la spiritualité, elle est dans notre vie de tous les jours, elle est dans notre vie intérieure, elle est dans la manière dont on vit ses relations, elle est dans nos valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs qui sont importantes pour nous ? Est-ce que moi, je réfléchis à qui je suis ? Quelle est mon identité ? Quelle est-elle ? Quel est le sens de ma vie ? Tout ça, voilà. Tout ça, c'est des manières de décliner pour moi la spiritualité. Ces questions existentielles, ces questions par rapport à la transcendance deviennent très vives au moment de la maladie. Moi, ce qui me fascine, c'est le nombre de sens du mot sens. C'est hallucinant. Et c'est plus vrai en français qu'en anglais. Tu vois, le mot meaning ou mean, mean c'est très, très ambigu comme terme, mais le mot sens, sans compter la ville de sens, tu vois, t'as la direction, et puis quand tu parles de l'essence, est-ce que tu parles d'essence ou est-ce que tu parles de la notion d'essence ? Tu vois, il y a plein de choses, tu peux en faire des poèmes entiers si tu veux, c'est presque troublant si tu veux. Et puis tu prends toutes les rimes autour de quintessence, etc., c'est assez vertigineux. Et on peut s'interroger sur comment est-ce que c'est même possible qu'on ait perdu ça. Et arriver à savoir ce qui fait du sens, pourquoi est-ce qu'on est là, et pas simplement qu'est-ce qu'on doit faire, ni comment on doit le faire. Mais cette question du pourquoi, je pense qu'elle est à la base de l'engagement et du bonheur qu'on peut trouver au travail, dans des métiers qui sont par ailleurs très exigeants. Et s'ils perdent leur sens, à ce moment-là, on est mal. Que Médéo, ça serait pour moi tourne-toi vers, comme tu le peux, quand tu le peux, vers la qualité et la présence de quelques instants dans le quotidien. Franchement, ça m'évoque prendre soin de moi avant tout. Et je ne dis pas ça dans un sens égoïste. C'est vraiment parce que je pense que ça, c'est un grand changement. La pratique méditative m'a appris que c'est en prenant soin de moi que je peux être en meilleure relation avec les autres. Et ça, je ne l'aurais jamais dit avant. Avant, prendre du temps pour moi, c'était voler du temps à mes enfants, à mon conjoint. C'était inenvisageable. Dans les moments où on a envie de fuir, dans des moments compliqués avec les patients, à l'hôpital, dans des situations qui sont très inconfortables, de peut-être observer ça, en prendre conscience et rester et en parler après. Mais rester quand même dans cet instant-là, quoi. Il y a une chose qui m'a touchée vraiment avec les étudiants en médecine spécifiquement, c'est de ressentir une très forte perméabilité, une très forte sensibilité. Les étudiants ont une très grande connaissance du corps que personnellement j'ai pas au niveau de la connaissance, je veux dire, plus scientifique. Et en même temps, dans la connaissance proprioceptive, la connaissance directe, il y a presque une forme de virginité en fait, je ne sais pas comment dire ça autrement, où il y a très peu de connaissance de son corps, de ses sensations, de son monde émotionnel, de qu'est-ce que je ressens, de son monde cognitif. Et donc ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir une grande maturité intellectuelle d'un certain côté et d'un autre côté, peut-être moins de ressources dans ce qu'on pourrait appeler la connaissance intime de soi et de son intérieur. Souvent, il y a ce préjugé que la pratique méditative est une pratique un peu éthérée, une pratique de l'esprit, où peut-être on décollerait du sol. Il y a plein de croyances comme ça. En fait, la pratique de la méditation, c'est une pratique très terre-à-terre et c'est une pratique très corporelle. Qu'est-ce que je ressens ? Et ce que je ressens, c'est du vent sur ma peau.
c'est le bruit du vent qui m'entoure. Et souvent, on se relie au corps parce qu'on pense du corps. Ce que je pense de mon corps, ce que je pense de mon physique, ce que je pense de mon ventre, mais pas ce que je ressens. J'ai l'impression que la médecine, l'enseignement médical, en fait, m'a donné une connaissance très anatomique, très fonctionnelle du corps. Et que par la pratique de la méditation à l'époque, en tout cas, je découvrais un domaine plutôt de sensorialité, de sensibilité. Chacun en tant qu'être humain, c'est ce domaine sensible qui est impacté quand on vit un moment difficile physiquement ou même émotionnellement. La méditation m'a peut-être plus amené à découvrir cette facette sensible, sensorielle du corps, de l'intérieur. De découvrir le corps de l'autre, le corps du patient, le corps d'une femme qui a 87 ans, d'un jeune homme qui a 16-17 ans, et d'être très intrusif, de devoir toucher certains endroits, palper, parfois faire mal. Je pense que, en effet, dans nos études, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas non plus. On nous dit de faire attention à ne pas être trop agressif, mais ça veut tout et rien dire. Et qu'il y a différentes manières de toucher. Il y a toucher un peu lointain. Et je pense qu'il faut des années pour que ce soit plus naturel. Et puis certainement une part aussi de la personnalité. Un professeur qui nous disait quand vous touchez les gens, vous les touchez. Pour moi, c'est tout à fait ça. Mais c'est un apprentissage qui est beaucoup plus autonome. L'apprentissage du corps subjectif, justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans des bouquins, quoi. Ce qui fait la complexité de nos études aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tel quel dans les livres. C'est quelque chose qu'en fait on mûrit au fur et à mesure de l'expérience. C'est assez violent parce que ça passe par les dissections dès le début de la deuxième année de médecine, quand on sort du concours. Donc j'avais trouvé que dans notre formation, le rapport au corps vient très vite et très violemment. On n'y est pas très préparé. On apprend de nous-mêmes en fait à savoir qu'est-ce que la pudeur, est-ce que c'est ok de toucher un patient à ce moment-là ou non. Et du coup, le rapport à notre propre corps est important aussi parce que si on n'a pas conscience de notre propre corps, des changements qui peuvent s'y produire, de qu'est-ce que la pudeur justement et tout ça, on ne peut pas réaliser ce que ça va être chez le patient. Je me suis jamais connectée au corps parce que pour moi, c'était trop difficile, je pense. Donc pour moi, c'était de la technique et c'était déshumanisant au possible pour pas que ça me touche. Le corps, donc en médecine, c'est plutôt mécanistique, en tout cas la vision que j'en ai eue pendant les cours. C'est-à-dire que moi, initialement, j'avais peur du sang. Je me suis rendu compte que je tombais dans les pommes dès que je voyais du sang quand j'étais enfant. Et en fait, quand je suis arrivée en chirurgie, je trouvais ça génial, parce qu'il y avait un champ opératoire. Et le champ opératoire, ça te permettait de ne rien voir. Donc j'étais absolument pas reliée au corps. Pour moi, la médecine, c'était de la technique, et le champ opératoire permet de ne pas voir. Et là où je m'en suis rendu compte, c'est juste avant les choix ECN, j'étais en stage en chirurgie maxillofaciale. Et en fait, j'ai dû tenir un écarteur au niveau d'une tumeur au niveau de l'œil et la joue. Et lorsque, évidemment, le champ opératoire ne couvrait que la moitié du visage, et lorsque j'ai tenu l'écarteur, l'œil est tombé. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un humain. Et en fait, j'ai fait un malaise, je suis tombée sur le champ. Les études de médecine, pour moi, sont associées à la découverte des maladies. Et donc, le premier patient qu'on a, c'est nous. Donc, évidemment, je suis quasiment persuadé qu'il y a une très grande population des étudiants qui sont hypocondriaques pendant au moins une période de leur vie. Et en tout état de cause, la méditation, du fait de l'introspection sur le corps, fait ressentir plein de symptômes différents, en tout cas de signes. Et pendant quelques années, je sais que c'était quelque chose qui était très dur pour moi, parce que par exemple, j'avais des palpitations assez fréquentes. Et donc ça pouvait aussi accroître mon inquiétude, alors que méditer plutôt sur le son ou sur des choses plus différentes, un peu plus loin du corps, m'ont peut-être aidé dans ces moments-là. Quand ça ne va pas et que je ne m'en rends pas compte mentalement, enfin intellectuellement, c'est mon corps qui m'apprend, qui m'interpelle en tout cas ce que ça ne va pas, qui m'explique que là je suis en train de stresser pour rien. Je pense que de manière générale, il n'y a jamais de remède miracle, et que évidemment que si on est stressé, anxieux,
Si on traverse une dépression, il n'y aura pas un seul... ce ne sera pas on-off, quoi. Néanmoins, la méditation permet pour moi de découvrir son corps. Il y a dans la conscience du corps, la conscience de sa fragilité, mais aussi de sa force. Avant de commencer un chemin de méditation, j'avais un corps éternel. Et depuis que je médite, depuis quelques années, non, j'ai pas vraiment un corps éternel, non, ça va pas durer. Ça fait prendre conscience de notre corps dans l'espace, et de notre... voilà, on ne sépare plus trop vraiment corps et esprit, en fait, on se rend compte que tout est lié. Et du coup, moi j'étais déjà dans cette démarche un peu d'essayer de guérir à la fois l'esprit et le corps, mais peut-être d'aller plus vers cette démarche-là avec les patients, en fait. De réaliser que tout est lié et qu'il faut soigner les deux. Moi, je dirais qu'il l'a pas modifié dans le sens changé, il l'a plutôt renforcé. Renforcer moi ma perception du corps, ce que je pouvais accepter, ce que je pouvais gérer, de façon à mieux le vivre. Je pense que moi ça m'a permis de m'ancrer beaucoup plus dans mon corps et l'accepter. Ça a été. Ça facilite l'apprentissage du corps subjectif qu'on a tant de mal à nous apprendre sur les bancs de la fac. Je n'aurais pas dit mieux, je pense. Puis il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute en plus dans tout ce travail méditatif et tout, où c'est arriver à s'écouter soi en premier lieu, et ça ouvre aussi derrière à écouter l'autre, en fait. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup plus performant en tant que médecin en ayant une oreille attentive à ce que nous dit le patient en face. C'est comme un orchestre, en fait. Ça ne fonctionne pas si chacun n'est pas à l'écoute de l'autre, et ça marche pour le patient, le médecin, l'équipe médicale. Alors je ne veux pas utiliser un jargon trop compliqué. Disons que traditionnellement, c'est moins présent dans les approches laïques, mais avant de méditer, on pose une intention. On ne médite pas pour soi, en fait. On ne médite pas simplement, encore une fois, pour se détendre ou avoir du confort, mais traditionnellement, on médite avec l'intention que ça soit utile aux autres. Et donc pour moi c'est une seule et même intention qui me met en mouvement depuis que ce soit la méditation dans son approche traditionnelle ou dans son approche laïque telle qu'on le fait avec les étudiants. C'est cette même intention de voir qu'est-ce qui peut soulager de la souffrance.